Bonjour, bienvenue dans la leçon 14 qui va traiter de l'utilisation rationnelle de l'énergie dans l'industrie. Mon nom est François Maréchal, je suis professeur à l'EPFL dans le domaine de l'énergétique industrielle. L'industrie correspond à 18 à 20% de la consommation énergétique de la Suisse. Nous n'avons pas inclus dans la consommation de l'industrie la consommation de l'industrie des services dont le profil de consommation correspond plus à une consommation des bâtiments qu'une consommation industrielle. Si l'on regarde la part de la consommation énergétique de l'industrie, on se rend compte que 52% de la consommation énergétique est due sous la forme de chaleur et le reste, c'est-à-dire 48%, sous la forme d'électricité. La chaleur est, dans la situation de 2011, principalement à 25% sous forme de gaz naturel. Lorsqu'on regarde la consommation énergétique dans l'industrie, il est important de distinguer les différents secteurs dans lesquels l'énergie est utilisée. Sur ce graphe, nous voyons que les consommateurs principaux sont l'industrie chimique, l'industrie alimentaire et l'horlogerie. Ce qui est intéressant également de constater, c'est que si dans des secteurs comme par exemple le ciment, on va consommer 80% de l'énergie sous forme de chaleur et seulement 20% sous forme d'électricité, d'autres secteurs comme l'horlogerie ou les systèmes mécaniques vont plutôt demander moins de chaleur et beaucoup plus d'électricité. Si l'on regarde maintenant les perspectives à 2050 de la consommation d'énergie dans l'industrie, on se rend compte que l'objectif est d'atteindre une réduction de 30% de la demande de chaleur et de 36% au niveau de la demande d'électricité. Il est donc important de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va atteindre ces objectifs. Et pour cela, il est d'abord important de se poser la question de la problématique de l'industrie. L'industrie a pour objectif de créer des revenus. Si elle crée des revenus, elle va vouloir augmenter sa capacité de production. Pour augmenter sa capacité de production, on le sait qu'elle va avoir besoin d'énergie. Mais on voudrait bien que cette quantité d'énergie-là baisse, ce qui veut dire que l'on va devoir atteindre une réduction de l'intensité énergétique, donc le nombre de kilowattheures, la quantité d'énergie par kilo produit, qui va devoir baisser fortement de manière à ce que la quantité d'énergie consommée par l'industrie baisse. Ce que l'on peut constater dans le graphique que je vous présente ici, c'est que l'industrie fait déjà de gros efforts. Si on compare la situation de 1990 à la situation de 2011, on voit que l'industrie a augmenté sa production de 60%, alors qu'elle a réussi à baisser sa consommation de l'ordre de 10 à 15%, ce qui se traduit en réalité par une augmentation de l'efficacité ou une diminution de l'intensité énergétique de presque 50%. Donc on voit que l'industrie a déjà en tout cas dans ses mains, le moyen de réduire la consommation énergétique tout en préservant la capacité de la croissance qu'elle génère au sein du pays. Pour comprendre la manière dont on va essayer d'améliorer l'efficacité énergétique des procédés, il faut comprendre les procédés. Un processus de production convertit de la matière première en produit. Et lorsqu'on va regarder l'énergétique du procédé, on va essayer de comprendre comment les flux de matière et d'énergie se passent dans le processus de production. Alors, le processus de production, c'est un ensemble d'étapes qui vont faire convertir la matière première en produit et en sous-produit. Et on va regarder la manière dont les flux sont convertis. La première chose qu'on va constater, c'est que grâce au bilan de matière, on va constater que les matières premières ne sont pas intégralement transformées en produits, mais qu'il y a une partie de la matière première qui se trouve sous forme de déchets. De la même manière, on va pouvoir regarder l'utilisation de l'énergie. L'énergie est le moteur de la conversion dans les procédés industriels. Elle va être utilisée sous forme d'électricité pour faire tourner des pompes, pour faire tourner des agitateurs, des compresseurs, des malaxeurs. Et d'autre part, elle va être utilisée sous forme de chaleur. On a des besoins de chauffage, d'évaporation, de séchage, de distillation ou de réaction chimique. L'audit énergétique va appliquer également le principe du bilan au bilan d'énergie. Et si on applique le bilan d'énergie à un procédé industriel, ce que l'on va constater, c'est que l'intégralité de la quantité d'énergie qui est utilisée dans le procédé, si elle ne se retrouve pas sous forme de produit, va se retrouver sous forme de chaleur résiduelle. L'audit énergétique aura l'objectif de caractériser tous ces flux, de manière à ensuite pouvoir identifier quelles sont les solutions qui nous permettent ensuite d'améliorer l'efficacité.
la première chose que l'on va regarder, c'est l'efficacité des opérations qui se passent dans le procédé. On va donc analyser chacune des technologies et tenter de les optimiser pour augmenter leur efficacité. Donc mieux isoler, comparer avec d'autres technologies qui pourraient être meilleures, développer de nouvelles technologies, optimiser les conditions de performance ou gérer mieux la ressource énergétique. Donc ce faisant, on va réduire à la fois la quantité de chaleur requise et la quantité d'électricité. Et donc par bilan d'énergie, on aura également moins de chaleur résiduelle. Nous allons ensuite étudier les échanges de chaleur. On identifie dans un procédé des fluides qui doivent être chauffés, que l'on va représenter ici en fonction de la température. On identifie également des fluides qui doivent être refroidis, que l'on va caractériser avec les températures. Et ce que l'on va constater, c'est qu'il est possible de prendre l'énergie des fluides qui se refroidissent pour chauffer les fluides qui doivent être chauffés. Cela va être réalisé par des échangeurs de chaleur, les échangeurs de chaleur qui vont permettre donc de réduire la facture énergétique, mais d'un autre côté, imposer un investissement. On voit que la facture énergétique est à la fois réduite du côté de la chaleur requise pour le procédé, mais également au niveau de la chaleur résiduelle. Bien, une fois qu'on a acquis ces échangeurs de chaleur, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec cette chaleur résiduelle. Et un des moyens de le faire, c'est la technique de la pompe à chaleur. On peut utiliser la chaleur qui est à basse température ici en dessous, utiliser de l'énergie électrique pour faire tourner un compresseur qui permettra de changer le niveau de température et d'apporter la chaleur nécessaire au procédé. C'est le principe de la pompe à chaleur que l'on a déjà bien connu dans les bâtiments, mais ici, au lieu d'utiliser l'environnement comme source de chaleur, on va utiliser la chaleur résiduelle du procédé. En ce faisant, nous voyons que nous avons réduit la consommation de chaleur, peut-être un petit peu augmenté également la consommation d'électricité, mais également réduit la quantité de chaleur résiduelle. À nouveau, nous devons acheter des équipements tels que le compresseur qui est présenté ici, et les échangeurs de chaleur correspondants, ce qui correspondra donc à un gain d'un point de vue énergétique, mais à une augmentation de l'investissement. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur la partie résiduelle, l'électricité et la chaleur qui doit être apportée au procédé pour se poser la question de quelles sont les ressources qui vont être utilisées pour fournir ces services énergétiques. Là, on va réfléchir, comme on est dans une situation où on a besoin à la fois de chaleur et d'électricité, on va réfléchir à la production combinée d'électricité et de chaleur, la cogénération. Par exemple, ici, je vous présente un moteur de cogénération. Ce moteur de cogénération qui produira à la fois de la chaleur et de l'électricité. Le reste de l'électricité pourra être acheté au réseau. Nous avons donc maintenant un système qui, d'un côté, achète des ressources, d'autre part, fait les produits désirés, a requis une certaine quantité d'investissement, parce qu'on peut constater ici qu'on a fait une grande économie au niveau de la quantité de chaleur et au niveau de la quantité d'électricité dont on avait besoin. Et le prix à payer, c'est l'investissement. Nous avons cependant de la chaleur résiduelle. Alors si on regarde le procédé tel qu'il est là, on peut peut-être essayer de voir si on ne peut pas profiter de synergie. Une des possibilités qui nous est offerte au niveau de synergie, c'est peut-être de trouver un autre procédé qui va utiliser la chaleur résiduelle du premier procédé pour satisfaire ses propres besoins. Il va utiliser la chaleur, il va utiliser l'électricité, qui est peut-être issue de la cogénération, et il va produire de la chaleur résiduelle. Ce qu'on voit également, c'est qu'on peut partager les ressources, on pourra partager les équipements, on pourra aussi peut-être mieux gérer les déchets, recycler les déchets, et donc faire plus de produits au départ des matières premières que l'on a utilisées dans le système. Il nous reste de la chaleur résiduelle, donc on peut également se poser la question de savoir si nous ne pouvons pas utiliser cette chaleur résiduelle dans le chauffage urbain. On introduit ainsi la cascade de l'énergie, où on constate finalement que l'énergie qu'on a achetée ici a été convertie pour partie en électricité, pour partie en chaleur, que la chaleur est en fait finalement distribuée dans un autre procédé pour être ensuite distribuée à la ville. La cascade, c'est surtout que la température T1 est supérieure à T2 et que la température des bâtiments dont le chauffage est à 20 degrés sera évidemment, la température T2 sera supérieure à ces 20 degrés. En conclusion,
L'utilisation rationnelle de l'énergie dans les procédés industriels pourra être réalisée en, d'une part, optimisant l'utilisation de l'énergie dans les différentes technologies et évidemment en utilisant les nouvelles technologies qui émergent sur le marché, où on va également tenter de réutiliser la chaleur par échange de chaleur au niveau du système, donc pas seulement en regardant les technologies, mais en regardant le procédé dans son ensemble. Lorsqu'on a de la chaleur résiduelle, il faudra toujours se poser la question de revaloriser cette chaleur par des pompes à chaleur, et puis se poser la question de la conversion des ressources, en n'oubliant pas la production combinée de chaleur et d'électricité, et en intégrant les énergies renouvelables, bien sûr. Il est important de ne jamais ignorer la cascade de chaleur pour pouvoir après réutiliser la chaleur d'un procédé vers un autre procédé, partager les ressources et éventuellement utiliser la chaleur résiduelle dans la ville par l'utilisation du chauffage urbain. Alors tout cela a évidemment un coût. Le coût, c'est l'investissement à consentir pour les équipements que l'on va devoir mettre en œuvre, les équipements de l'efficacité énergétique. Le bénéfice étant évidemment la réduction de la consommation d'énergie et des émissions qui y sont associées. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.